Entre la frontière française et le reste de la péninsule ibérique, la Catalogne déroule ses paysages de forêts, de roches et de montagnes sur plus de 350 km. Une terre riche d'une prodigieuse diversité, à l'image de sa capitale, Barcelone, mélange de styles architecturaux et de cultures si différentes. Une ville célèbre dans le monde entier pour abriter l'œuvre d'un des architectes majeurs du XXe siècle, Antoni Gaudí. C'est à lui que l'on doit l'extravagant parc Güell, garni de créatures étranges, comme ses têtes de dragon. Les façades Art Nouveau, comme celle de la maison Pedrera, sans oublier bien sûr le vaisseau de pierre amiral de la ville, la Sagrada Familia. Un édifice inclassable, avec ses 6 tours inachevées hautes de 115 mètres, ou encore son extravagante forêt de colonnes à l'intérieur de la nef centrale. Depuis bientôt plus de 100 ans, l'origine de ce délire de forme et de matière ne cesse d'interroger les visiteurs. Et c'est peut-être dans l'arrière-pays qu'il faut aller chercher la clé de ces géniales inventions de Gaudí. Entouré de vignobles et d'oliviers, animé par le piaillement des oiseaux et le bourdonnement des insectes, et au fond le paysage des montagnes. J'ai saisi les plus pures et plaisantes images de la nature, cette nature qui restera ma maîtresse. Cette nature dont parle Gaudí, c'est à une centaine de kilomètres de Barcelone, à 2 pas des Bouches de l'Èbre, qu'il faut aller la trouver. Des paysages arides, mêlant le vert des résineux à l'ocre de la roche catalane. Et au milieu, un des secrets les mieux gardés de la province, Reus, une cité de 100 000 habitants où a grandi Antoni Gaudí jusqu'à ses 16 ans. Avec sa débauche d'immeubles d'avant-garde, la ville est surtout connue pour posséder l'un des plus riches patrimoines modernistes d'Europe. À la fin du XIXe siècle, Reus était la 2e ville de Catalogne. C'était une ville très riche. C'est à cette époque que la plupart des bâtiments ont été construits. La bourgeoisie suivait la mode de l'époque, le modernisme, l'Art Nouveau. Cet âge d'or, rendu possible grâce au commerce d'eau-de-vie et d'huile d'olive, est encore bien visible au gré des ruelles du centre-ville. À l'image de la maison Navas, située sur la place Mercadal, un des édifices Art Nouveau les plus emblématiques de la cité, avec ses vitraux et ses nombreuses sculptures florales. Cette maison, parce qu'elle se trouve au cœur de la vieille ville, sur cette place, est légèrement plus élaborée. C'est un modernisme très floral. Le moindre détail a été pensé. Cette architecture est un peu extravagante, mais l'idée c'était de montrer la richesse du propriétaire. C'est l'époque de la grande expansion urbaine à Reus. On trouvait beaucoup de constructeurs, de maçons, de maîtres d'œuvre. Gaudí, lui, devait prendre note de tout ce qu'il voyait. 600 mètres plus loin, au sud de la vieille ville, un autre lieu va lui aussi influencer le futur architecte, quand celui-ci est encore adolescent. Datant pour l'essentiel du XVIIIe siècle, l'Institut Salvador Vilaseca est l'une des perles de Reus, un havre de paix qui est alors l'école du jeune Gaudí. Nous nous trouvons dans le cloître de l'école catholique où Gaudí a étudié. C'est un ancien couvent franciscain. Il est possible que cette ambiance, ce cloître, l'ait influencé. C'est un lieu fermé avec ses colonnes et ses plafonds voûtés. Gaudí n'était pas très bon élève, il faut bien le dire. En religion comme en arithmétique. En revanche, en géométrie, il était le meilleur. Ses amis étaient plus âgés et ils avaient créé une revue dont il rédigeait les textes. Et lui, eh bien, il faisait les dessins. C'est à cette époque qu'est née sa vocation d'architecte. À 2 pas de la place du marché, l'église du prieuré de San Pedro est l'un des autres monuments emblématiques de Reus. Érigé sur les vestiges d'une ancienne église romane, le style gothique de l'édifice, avec sa flèche de 60 mètres de hauteur, amuse alors le futur architecte.
Nous sommes certains que Gaudí est monté sur ce clocher à plusieurs reprises, parce que lorsque plus tard il réalise la Sagrada Familia, il s'inspire des escaliers en colimaçon de ce clocher pour construire les escaliers des tours de la Sagrada. Donc nous sommes sûrs qu'il connaissait parfaitement la structure interne de cet édifice. Si l'historien montre quelques signes de prudence, c'est que les archives personnelles de Gaudí, celles-là même où il conservait ses mémoires, ont brûlé dans l'incendie de son atelier lors de la guerre civile espagnole. Seules quelques bribes d'interviews et un minutieux travail d'enquête permettent aux spécialistes de Gaudí de retracer la genèse de son œuvre. Une tâche qui se poursuit à une vingtaine de kilomètres de là, dans la campagne du col de la Desenrocada. C'est dans cette région montagneuse, dont les paysages spectaculaires constituent la barrière entre le littoral méditerranéen et le plateau ibérique, qu'un couple de chercheurs en architecture a fait une découverte inattendue. C'est une région intéressante du point de vue géologique. Ce type de roche doit sa forme alvéolaire à l'érosion. Une érosion particulière, propre à cette région. Nous nous trouvons près de la mer, ce qui fait que la forme des roches est ici spectaculaire. En fait, c'est le paysage, la mer, le vent qui ont façonné ces formes si étonnantes que nous admirons aujourd'hui. Ce lieu est tellement beau que lorsque nous l'avons découvert la première fois, nous avons été subjugués. C'est un endroit merveilleux. On a tout de suite imaginé combien Gaudí a dû être fasciné lui aussi par cette nature. Nous avons alors pensé qu'il devait s'installer ici pour dessiner et s'inspirer pour certaines de ses constructions. Membre d'un club d'excursion dès l'âge de 27 ans, Gaudí a en effet arpenté cette région de la Desenrocada, réputée depuis toujours chez les amateurs de randonnée. D'autres éléments plus précis sont depuis venus étoffer l'intuition du couple. Un des éléments les plus caractéristiques que l'on trouve ici, c'est cette tête de dragon. Elle apparaît à l'heure du déjeuner grâce à la lumière du soleil, qui à ce moment de l'année révèle cette forme particulière. En fait, le profil de ce rocher en haut à droite est exactement le même que celui du dragon du Parc Güell à Barcelone. Tous les détails que nous avons ici, on les retrouve dans la maison de la Pedrera. Par exemple, la première chose qui a retenu notre attention, c'est ce morceau de roche, qui est en tout point identique au casque des guerriers situé sur le toit terrasse de la Pedrera. À force de relevés et de documentation, le couple est parvenu à faire valider son hypothèse auprès des centres d'études de l'œuvre de Gaudí. Grâce à eux, on sait désormais que ce col de la Desenrocada est une des sources du génie de Gaudí. Ce qu'il fait, c'est utiliser la nature pour avoir une vision structurale des choses. Ses colonnes, ses arcs, tout est basé sur la nature. Il pense qu'elle est ce qu'il y a de plus parfait et qu'on n'a jamais rien inventé de mieux. La ligne droite appartient aux hommes, l'incurvé à Dieu. Je n'invente rien. Je copie le grand livre toujours ouvert de la nature. Sans ce paysage, Gaudí ne serait pas Gaudí. Il faut ressentir ce panorama pour comprendre complètement son œuvre. L'inspiration de Gaudí est faite de promenades contemplatives dans la nature et d'un questionnement spirituel qui le pousse naturellement vers un des hauts lieux religieux de la région. Montserrat, perché à plus de 700 mètres d'altitude, ce monastère est un îlot où les hommes viennent chercher la sérénité depuis plus d'un millénaire. Le monastère de Montserrat a été fondé en 1023 de notre ère. Depuis, il y a ici une vie monastique en continu. C'est un monastère au service d'un sanctuaire, celui de la Vierge de Montserrat. La Vierge de Montserrat joue un rôle très important dans l'imaginaire catalan. C'est la mère, la protectrice des Catalans.
La relation entre Gaudí et l'abbaye commence lorsqu'il est étudiant en architecture. On lui demande de dessiner les plans de restauration et de construction de la chapelle de la Vierge. Située au fond de cœur de l'église abbatiale, cette chapelle est aujourd'hui l'un des lieux de pèlerinage les plus importants de Catalogne. Et elle n'est pas la seule à porter la marque du célèbre architecte. Sur le chemin d'accès au monastère, parmi une dizaine d'œuvres représentant des scènes bibliques, Gaudí ajoute en 1903 une de ses créations, le premier mystère de Gloria. Gaudí est marqué par Montserrat parce que c'est un homme qui est en pleine quête religieuse. Ce sanctuaire de la Vierge joue un rôle important dans ses dévotions et dans sa réflexion personnelle sur la religion, qui vont conditionner toute son architecture. Ce goût du sacré, Gaudí va le mettre magistralement en œuvre dans la réalisation d'un formidable édifice religieux. À 31 ans, l'architecte débute les travaux de la Sagrada Familia, la nouvelle cathédrale de Barcelone, dont les travaux se poursuivent encore de nos jours. Dévotion religieuse, comme celle expérimentée à Montserrat. Modernisme, à l'image de celui de sa cité natale de Reus, jusqu'à l'impressionnante forêt de colonnes de la nef centrale, en référence à ces massifs de l'arrière-pays où l'architecte aimait tant se promener. Tout rappelle le goût immodéré de Gaudí pour cette Catalogne, dont les paysages organiques devaient donner au monde le plus iconoclaste des architectes.